Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le mois de Ramadan a débuté ce samedi au Mali, un mois pour le jeûneur de s'abstenir de boire et de manger, entre autres. Le message du ministre en charge des affaires religieuses dans ce journal. Et puis le Hajj 2022 se prépare activement. Un conseil de cabinet restreint s'est réuni hier avec ses membres du gouvernement. Les détails avec Mohamed Kentao dans ce journal. Ce chiffre a retenu plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le coût global du projet d'accès à une éducation de qualité. Le projet est exécuté par la Fondation Strom. À suivre également le dossier culture du jour. Focus sur un grand écrivain, Amadoun Ibrahima Issebere, avec Chakmar Sangare. Le sport, nous allons parler du limogeage du sélectionneur Mohamed Makasouba par la Fédération malienne de football et la phase retour du championnat de Ligue 1 avec Famourou Djourté en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, tout de suite les détails. La communauté musulmane du Mali, d'ailleurs, observe à partir de ce samedi 2 avril le jeûne, un mois d'abstinence pour le jeûneur de boire et de manger pendant un mois. Donc, à cette occasion, voici le message du ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Mohamedou Kone, est au micro de Adjou Matina. L'occasion m'est bonne de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le jeûne et d'agréer nos actes de dévotion obligatoires, surrogatoires et charitables qui ne cesseront d'améliorer notre vie en ce mois béni. Le mois du Ramadan est celui de la grâce infinie et de la miséricorde par excellence de notre Créateur à l'endroit de ses créatures. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Hachim Goïta, chef de l'État, et le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement, je demande à l'ensemble de la communauté musulmane de prier avec ferveur pour la réussite de la transition, le retour définitif de la paix, de la quiétude et de vivre ensemble dans notre chère patrie, le Mali. En ce moment précis, la communauté chrétienne aussi observe son carême. Je profite de cette heureuse coïncidence pour demander une fois de plus des bénédictions et prières pour le Mali. Je souhaite à tous les musulmans du Mali de passer un bon mois de Ramadan et à tous les chrétiens de passer un bon mois de carême. Ramadan Moubarak. Docteur Mamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui était également hier auprès du Premier ministre pour participer au conseil de cabinet restreint sur les préparatifs du Hajj 2022. Les décisions issues de ce conseil avec le ministre Mamadou Kone. J'étais en Arabie Saoudite cette année où on a bien dit que le pèlerinage aura lieu. Mais avec quel coût, ils n'ont pas donné tous les détails, mais ils ont quand même donné l'espoir et comment eux-mêmes au niveau de l'Arabie Saoudite, ils doivent organiser. Donc pour être proactif, le Premier ministre nous a conviés pour venir parler de cela. Je crois qu'ils ont donné beaucoup de recommandations pour l'amélioration du pèlerinage, y compris l'organisation au niveau de la maison de Hajj, au niveau de l'aéroport, au niveau de l'aller et des retours, et au niveau de la restauration, au niveau de l'accueil des pèlerins sur la terre sainte. Donc on va travailler sur ça pour bien améliorer l'organisation du pèlerinage de cette année, Inch'Allah. Les délégués qui seront désignés cette année, ils doivent travailler dans les sacerdoces et ils ne doivent pas travailler pour eux-mêmes. Les pèlerins qui seront confiés à ces délégués, ils doivent quand même regarder le bien-être d'abord de leur pays pour bien faire. Et au niveau de la maison de Hajj, les directeurs de la maison de Hajj doivent être à pied d'œuvre pour faire les toilettages nécessaires par rapport à l'organisation, car c'est de là qu'il s'agit. On doit cesser la pratique ancienne pour aller avec la nouvelle base, qui est la sincérité, la loyauté et le courage pour le pays. Le docteur Mamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à l'instant des propos recueillis par Mohamed Kayantaou, 9h passées de 5 minutes.
Lancement hier ici à Bamako de l'opération Ramadan du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et ses partenaires, ONG et associations islamiques. Cette opération, qui est à sa première édition, vise à accompagner les efforts de solidarité du gouvernement en faveur des plus démunis. Ils seront ainsi près de 25 acteurs à multiplier leurs actions sur le terrain, mais surtout à les harmoniser au cours de ce mois béni en faveur des populations de Bamako et de l'intérieur du pays. Le compte rendu de la cérémonie avec Modibo Mariko. C'est parti pour l'opération Ramadan, une vaste campagne de distribution de vivres aux plus démunis en vue de couvrir leurs besoins alimentaires pendant les mois bénis du Ramadan et même au-delà. L'initiative est du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes en partenariat avec plus d'une vingtaine d'ONG et associations humanitaires de développement d'inspiration islamique. Amadou Maïga, porte-parole des ONG et associations islamiques. Les ONG et associations humanitaires et de développement à inspiration islamique se félicitent de cette initiative noble qui vise 3 objectifs majeurs, qui sont le renforcement de la synergie des actions des ONG et associations humanitaires et de développement à inspiration islamique, la visibilité des actions et leur bonne répartition entre les bénéficiaires, l'information régulière des autorités nationales sur les actions à mener sur le terrain. Le projet, qui a sa première édition, permet donc de rassembler les acteurs ayant les mêmes objectifs dans un cadre formel. Ce faisant, il gagne ainsi en efficacité et le problème des risques de chevauchement trouve aussi sa solution. Mamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de mon département à accompagner les associations et ONG d'inspiration islamique partenaires pour une meilleure coordination des actions pour le bonheur des personnes démunies. Les bénéficiaires, à travers leur porte-parole, saluent l'initiative et se félicitent surtout du choix des personnes et du moment, les mois bénis du Ramadan. Les parrains de l'événement, le PDG des établissements Samassa a quant à lui promis d'habiller plus de 500 enfants de familles de soldats tombés sur les champs de bataille. Et selon le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, cela fera l'objet d'une cérémonie spéciale dans les jours à venir. $1,38 milliard de francs CFA, c'est le coût global du projet d'accès à une éducation de qualité au Mali dans le contexte sécuritaire et sanitaire. Le projet, qui vient d'être lancé à Bamako, est exécuté par la Fondation Strom sur financement de l'UNICEF. Il couvre 4 régions du pays, plus le district de Bamako. Le point avec Batraouré. L'accès à une éducation de qualité pour tous au Mali, surtout dans le contexte de crise sécuritaire et sanitaire. La problématique est au centre d'un projet multisectoriel. Il est exécuté par la Fondation Strom sur le financement de l'UNICEF. Le programme en question touche environ 70 000 bénéficiaires, dont 65 000 élèves et 5 000 adultes. Dambélé Rokiatou Dambélé, directrice régionale de la Fondation Strom. Ce troisième projet, fruit du partenariat fructueux entre la Fondation Strom et l'UNICEF, d'une valeur d'environ 1,38 milliard de nos francs, va sans doute contribuer au développement du système éducatif malien affecté par une crise sécuritaire endémique et sanitaire de la COVID-19. Ce projet n'atteindra certainement pas ses objectifs sans une synergie d'action entre la Fondation Strom et ses partenaires étatiques, les collectivités, les ONG partenaires, les communautés bénéficiaires. Associé à l'exécution du projet, le ministère de l'Éducation nationale, à travers le conseiller technique Augustin Podjougou, y voit beaucoup d'intérêt. Quand nous avons un projet qui vient intervenir pour effectivement prendre en compte la question de l'inclusivité, pour prendre en compte la question effectivement de l'accès équitable, pour prendre en compte la question appui psychosocial, pour répondre effectivement à ce contexte de crise sanitaire, pour nous ne pouvons que saluer ce projet et engager nos services à accompagner la mise en œuvre de ce projet. Le projet a une durée de 9 mois et couvre les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Koutiala et le district de Bamako. 9h passées de 10 minutes au Burkina Faso. Le président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est adressé à la nation. Dans ce deuxième discours, depuis sa prestation de serment, le chef de l'État a annoncé des mesures dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et a appelé chez les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à soutenir le peuple burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Nous, Sissoko, bonjour. Bonjour, Mohamed. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours du président du Faso? C'est un président chef de guerre qui s'est adressé à ses concitoyens
Paul-Henri Damiba a rappelé sa mission principale à la tête de l'exécutif. La sécurité est le premier objectif de nos actions et restera notre combat de tous les jours, a-t-il martelé, avant d'annoncer de nouvelles mesures en termes d'équipement des forces de défense. En plus des actions militaires en cours, Paul-Henri Damiba a annoncé des négociations avec un certain groupe armé. La stabilisation du Faso ne passera pas seulement par des combats, a-t-il déclaré. Quant à la conduite de la transition, le chef de l'État assure que le délai de 36 mois adopté durant les assises nationales pourrait être réduit en fonction de l'amélioration de la situation sécuritaire. Le chef de l'État a aussi appelé les populations à quitter les zones de combat contre les groupes armés. Les manifestations à caractère associatif ou politique demandant la mobilisation des forces de sécurité ou pouvant perturber l'ordre public sont désormais interdites. Depuis lundi 28 mars, au moins 45 personnes sont mortes au Darfour dans des affrontements entre une tribu arabe et une tribu non arabe dans cette province de l'ouest du Soudan. Ce n'est pas la première fois que la tribu arabe Rizegat et les membres de la communauté africaine Falata s'affrontent. Déjà en mai 2020, un vol de bétail avait fait 30 morts. Cette fois, l'origine de la flambée est incertaine. Certains parlent de lancement d'une délimitation des terres entre tribus, d'autres évoquent le meurtre d'un officier Rizegat. Dans tous les cas, une médiation est en cours. Les tensions tribales sont régulières au Darfour depuis quelques années. Elles sont souvent liées à une compétition pour les ressources. À cela s'ajoute un fort ressentiment entre Arabes et non-Arabes depuis le génocide perpétré par le pouvoir arabe de Khartoum contre les communautés africaines du Darfour. Les violences sont exacerbées par un vide sécuritaire. La mission onusienne, la MINUAD, et ses 15 000 hommes sont partis fin 2020. Les casques bleus devaient céder la place à une force conjointe de 6 000 combattants partagée entre soldats soudanais et rebelles. Mais 18 mois après, cette force n'en est qu'à ses balbutiements. Les procédures pour absorber les rebelles dans cette nouvelle entité n'ont commencé qu'en janvier dernier. En attendant, l'insécurité reste toujours forte dans la province. Après la dissolution du Parlement par le président tunisien mercredi dernier, les remous autour de cette affaire continuent. Les députés jugés frondeurs par le chef de l'État sont menacés de poursuites judiciaires. Ils sont même accusés d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. Des élus ont participé à la session parlementaire en ligne de mercredi dernier. Alors qu'il avait gelé le Parlement en juillet, Kais Saied, le président tunisien, n'a pas apprécié cette réunion et a annoncé aussitôt que des députés frondeurs seront poursuivis en justice. Pour soutenir les 121 députés frondeurs, des avocats ou encore activistes politiques ont fait le déplacement à l'image de Jawad Ben Barek, représentant du mouvement dit tunisien contre le coup d'État. Ce sont des procès politiques. Nous avons incité le Parlement à tenir bon face à ce harcèlement judiciaire qui est devenu maintenant répétitif de la part de Kais Saied. Le harcèlement des députés, des opposants politiques, des blogueurs, énumère-t-il. Plus de la moitié des députés sont donc sous le coup d'une enquête judiciaire, alors que la Tunisie s'apprête à organiser des législatives en décembre prochain. Mohamed Diarra. Merci bien, Noun Sissoko, pour toutes ces informations. Dans une poignée de secondes, la page des sports. Oui, il est là, fidèle au poste, Pamour Djourté. Bonjour. Bonjour, Mohamed Diarra. On commence par le football. La phase de retour du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi ce samedi avec la 18e journée. Oui, en ouverture cet après-midi au stade du 26 mars, le Djoliba C, deuxième 28 points, joue contre l'AS Bakardian de Baraouli, leader 31 points. Ce match Djoliba Bakardian est sans nul doute le choc de la 18e journée. C'est une rencontre à 6 points qui oppose le dauphin Djoliba C au leader l'AS Bakardian. Pour rappel, le Djoliba avait gagné 2-1 contre Bakardian lors de la première journée au stade municipal de Baraouli. Il y aura aussi d'autres rencontres importantes dans cette 18e journée comme Stade Malais de Bamako Asko, AS Real Afé ou encore l'USC Kita Assom.
Mohamed Marasouba, qui fait donc ses valises, il a été limogé par la Fédération malienne de football. L'information est tombée hier. Oui, c'est une décision du comité d'urgence de la Fédération malienne de football FEMAFOOT suite à sa réunion de ce vendredi 1er avril 2022 en fin d'après-midi. Arrivé à la tête des Aigles en octobre 2017, Mohamed Marasouba est éjecté du navire ce 1er avril. Il s'en va avec tout son staff technique, Fousseni Diawara adjoint, Mohamedou Sidibé Maha entraîneur des gardiens et Vincent Espier préparateur physique. La course pour le remplacement de Mohamed Marasouba est désormais ouverte. Un appel à candidature est attendu dans les tout prochains jours car les éliminatoires de la CAN 2023 pointent à l'horizon. Des fortunes diverses pour les équipes africaines qualifiées à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le tirage au sort a eu lieu hier. Oui, les représentants du continent champion d'Afrique en titre, le Sénégal partage le groupe A avec le pays organisateur, le Qatar, aux côtés de l'Équateur qui le retrouve après 2002 et des Pays-Bas. Déjà aux prises en 2014 au Brésil, Camerounais et Brésiliens vont encore se rencontrer au Qatar dans le groupe G. La Suisse et la Serbie complètent ce groupe. Le groupe H va remuer le couteau dans une vieille blessure. Le Ghana et l'Uruguay vont se retrouver pour une chaude empoignade dans un match sur fond de revanche du Mondial 2010. On se souvient encore de cette fameuse main de Luis Suarez à la dernière minute du jeu en quart de finale, privant du coup le Ghana de voir les demi-finales. Le Portugal et la Corée du Sud sont les autres membres du groupe. La Tunisie, le quatrième représentant de l'Afrique, fera face aux champions sortants, la France, dans le groupe D. Ce match va se jouer le 30 novembre. Dans ce même groupe, on retrouve le Danemark et le vainqueur du match d'appui entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Le dernier représentant de l'Afrique, le Maroc, se retrouve dans le groupe F en compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie. Au terme de ce tirage, 6 chocs tiendront la planète foot en haleine lors de la phase de groupe à partir du 21 novembre prochain au Qatar. Argentine, Mexique, Espagne, Allemagne, Belgique, Croatie, Portugal, Uruguay, Brésil, Suisse ou encore Pays-Bas, Sénégal sont les affiches phares issues du tirage au sort. Ces rencontres s'annoncent indécises et les calculs se font déjà. L'apothéose à cette cérémonie du tirage au sort, c'était bien le nom de la mascotte du Mondial 2022 qui a été révélée au grand public. En effet, elle s'appelle Laïb. Laïb, en marge de la cérémonie du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Les organisateurs de Qatar 2022 en ont profité pour mettre à nu la mascotte de son mondial. Laïb vient en remplacement de celle de la Russie qui était Zabifaka. On termine avec cette nouvelle en NBA. Blessé à un pied depuis le 16 mars dernier, Stephen Curry a vu son retour à la compétition être différé. Alors qu'un retour de Stephen Curry avant la conclusion de la saison régulière était espéré à la mi-mars, l'évolution de l'état de santé du meneur ne permet pas d'être aussi optimiste. Il avait été victime d'une entorse au ligament du pied gauche à l'occasion de la défaite de Golden State à domicile face au Celtic le 16 mars dernier. Du coup, le meneur de Golden State ne reviendra pas sur les parquets avant le début des playoffs. Les Warriors vont devoir patienter un peu plus avant de retrouver leur maître à jouer. Merci bien, Famourou Djourté. Dans une poignée de secondes, la page culture. Chronique culture et société. Amadoun Ibrahima Isseberi, un grand écrivain malien décédé le 15 mai 2007. Une partie de ses écrits vient d'être éditée en style poésie musicale par sa fille musicienne Déné Isseberi. Ce recueil compose 63 poèmes et 16 plages musicales sur clé USB. Une nouvelle forme d'édition pour amener plus de personnes vers cette œuvre intitulée Isseberi. Plus de détails avec Cheikh Oumar Sangaré qui a rencontré l'artiste à Bajangara. Fleur de flamboyant. Des gemmes du Sahara au sel blanc de l'hiver. Voici le vol cohérent des colombes, comme les mûres semences du soleil. Déné Isseberi, artiste. C'est un poème qui parle de paix justement et qui fait rêver, qui fait voyager. Et qui justement parle de cette amitié, de cette fraternité dont on a tant besoin actuellement dans ce monde. Justement, à l'image de ce poème intitulé Fleur de flamboyant, les écrits de Hamadoun Ibrahima Isseberi sont prioritairement de la poésie de fraternité. L'homme qui a vécu entre 1946 et 2007 a publié de son vivant des recueils de poèmes comme Clameur d'antan, Soleil présent et Les boutures du soleil. Déné Isseberi, artiste. De son vivant, il a continué à écrire et souhaitait vraiment rééditer certains de ses poèmes et aussi éditer de nouveaux poèmes. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Il n'a pas eu assez longue vie pour pouvoir le faire.
Mais comme il en parlait beaucoup avec moi et qu'il me proposait même parfois de chanter ses poèmes, il m'a dit les poèmes sont là, vois s'il y a des choses qui t'inspirent, si tu veux les mettre en musique, qu'est-ce que tu veux faire. Donc il était de mon devoir, déjà d'une, de lui rendre hommage, de respecter ses volontés, à savoir entendre sa fille utiliser ses poésies en musique, et de deux, surtout, le rendre à nouveau disponible pour son peuple malien. L'œuvre poétique Issebéré contient 16 plages musicales comportant chacune 1 à 3 poèmes. Sur ce recueil, on retrouve en tout 63 poèmes sur les 500 écrits par Hamadoun Ibrahima Issebéré. L'écriture du papa est très opaque. Mais certains poèmes sont très accessibles. Et j'ai essayé de faire la part des choses entre des poèmes opaques, des poèmes accessibles, des poèmes politiques, des poèmes sociaux, des poèmes d'amour, des poèmes de sa vision sur le monde. Donc voilà comment j'ai essayé de faire cette sélection. L'écrivain Issebéré avait une inspiration fertile à l'image de ses poèmes dénommés « Chasseurs de papillons ». J'ai surpris à l'aube de ma vie un curieux chasseur qui braquait un canon sur un papillon. Une grande déflagration a ébranlé les assises du monde. Et le papillon vola dans le scintillement coloré de ses ailes de géant à la conquête du soleil. Moi, ce que j'ai compris par ce poème-là, c'est simplement que par moments, il peut y avoir des petites choses de la vie qui se passent et on peut juste s'emballer et en faire tout un paquet, en faire de grandes histoires alors que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Durant près de 4 ans, le travail des studios a permis une combinaison savante de différents instruments de musique traditionnelle et moderne dans les studios Dia de Bamako. Résultat, une grande variété de rythmes pour soutenir les poèmes à l'honneur de l'auteur. Rendre hommage à quelqu'un, c'est tenir compte de ce que cette personne aimait. Papa, il écoutait toutes sortes de musique. Il écoutait tout ce qu'il trouvait. Il aimait tous les rythmes. Il était curieux de savoir ce qui se passait partout. Donc c'est pour cela que les poésies sont accompagnées de musique mandingue tout à fait normale, de rythmes africains beaucoup plus percussifs, de musique asiatique, de musique pop, rap. Il écoutait tout. Absence. Dans ses écrits, Hamadoun Ibrahima Issebéré nous entraîne dans la complexité de notre monde où l'homme se cherche en permanence comme dans ses poèmes Absence de vie. J'ai vainement cherché dans le dictionnaire du monde amour, mais les hommes ne connaissent pas amour. J'ai demandé amitié, mais il n'y a pas d'amitié. J'ai supplié pitié, on m'a presque tué. Il parle simplement de notre quotidien de manière générale et je ne parle de quotidien mondial. C'est-à-dire que quand on regarde un peu autour de nous ce qui peut arriver, comment certains hommes sont capables de se comporter avec leurs prochains, on a en droit de se demander où est passé l'amour, où est passé la fraternité, où est passé vraiment tout ce qui fait l'humanité normalement en fait. Près d'une vingtaine de personnes, dont des musiciens, comédiens et autres, ont été invités sur cette œuvre musico-littéraire. J'ai voulu inviter des personnes qui avaient côtoyé le papa sous différents angles. Donc j'ai invité forcément mes amis d'enfance, Amkolel et King Massassi. J'ai invité ma sœur Fatoumata Keita qui était souvent à la maison avec papa et nous passions du temps ensemble. Il faisait des corrections de ses écrits au départ. J'ai invité aussi Cheikh Tidiane parce qu'il l'avait croisé, il le connaissait. J'ai invité Hamadoun Kassogué. Le papa était son enseignant à lui. Il a été aussi l'enseignant de Feu Hélène Diarra, qui est aussi sur le projet. Elle a aussi été invitée. Elle a même été l'une des premières à arriver au studio pour poser sa voix. Les paroles consolatrices escaladent les nuits opaques de nos horizons de pestiférés. Et nos corps et nos cœurs gangrénés connaissent à nouveau la rosée fraîche des matins de délivrance. Au-delà de la musique, Déné Issebéré travaille à l'adaptation du recueil au clip vidéo. Nana Triban. Nana Triban, l'un des grands titres de ce recueil avec les voix de Déné Issebéré. Et je vois la guerrière mandingue, prodigue de sa vie, pour offrir au fils du lion et du buffle réunis. Cheikh Tidiane Seck. Les grands coups de gueule annonçant le progrès. Et de King Massassi. Et ce siècle clame son évolution à grands coups de statistiques. L'univers de la poésie nous fascine surtout quand il attire l'art du son. Souviens-toi, ma sève mélodique, dure comme la ricade du pharaon, coule dans mes veines de mandingue.
Tout simplement magnifique. 9h passées de 25 minutes. C'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra. Mise en œuvre à ce travail de coordination éditoriale, Ousmane Dao. Passez d'excellents moments accompagnés du programme de l'ERTM et bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Au revoir. Et à tous, au revoir. Et à tous, au revoir.